Des tensions de l'extérieur vers l'éducation nationale avec une insistance sur les enseignants, on connaît bien et c'est ce dont on entend le plus parler. Mais le champ de bataille s'incruste aussi au sein même de la salle des professeurs. Une guerre assez taboue, très présente ou pas selon les établissements et les équipes, et une guerre qui empoisonne une ambiance de travail déjà pas au beau fixe. Un sujet délicat à traiter avec respect et tact, et une question pour le faire. Qu'est-ce qui provoque un mépris aussi redoutable entre enseignants? C'est sur Capsule Éducation. L'épisode 7 parlait des tensions des familles vis-à-vis de l'école. Cet épisode 6 se focalise sur les tensions entre enseignants et un autre épisode complétera avec les dérives et tensions sur le reste de la communauté éducative. Je sais, il y a déjà quelques sueurs qui se forment sur des fronts hésitants à poursuivre leur écoute. Des collègues qui craignent de s'en reprendre plein les joues alors que le mépris est déjà à son comble dans leur quotidien. Alors voilà, un peu de contexte autour de l'épisode, histoire de démarrer sur la même longueur d'onde. Il ne s'agit pas de dénigrer une profession ou de l'enfoncer plus bas que terre, ce n'est pas le but du podcast. Tu connais la ligne éditoriale, interroger et comprendre l'éducation nationale, dans ses plus beaux projets comme dans ses dysfonctionnements extrêmes. Pas de mépris, on restera sur du constat, dont celui-ci. Les tensions entre enseignants sont très peu évoquées, très peu mises en avant parce qu'on n'ose pas le faire. Tensions avec l'extérieur de l'éducation nationale, bon, on en bouffe tous les jours, on le vit même tous les jours parfois. Mais ce qui se passe à l'intérieur est plus délicat à aborder, parce que peu documenté, peu révélé. La salle des professeurs n'est pas que ce lieu où l'on vient chercher son courrier ou ses documents dans son casier, pas que ce lieu où l'on prépare son matériel pour le prochain cours. C'est aussi un lieu d'échange plus ou moins plein selon les heures de la journée, selon les emplois du temps et les affinités. Pas forcément un lieu où l'on peut travailler ses corrections ou ses cours, parce qu'il y a du bruit, de l'animation, de la vie. Dans un tel contexte, les échanges peuvent soit devenir des amitiés, soit se muer en tension, en rivalité, en une ambiance plus très professionnelle. En bref, un lieu comme les autres, avec des tensions quasi quotidiennes et banales dans certains établissements, et quasiment absents dans d'autres. Ça dépend des équipes, de l'ambiance générale. Mais le fait que ce soit banal ou non ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux dessus, se taire et subir, même si c'est un peu ce que demande la hiérarchie ministérielle, et parfois la hiérarchie au sein même de l'établissement. Pourquoi faire un épisode spécifique à l'ambiance de la salle des profs? Parce que je ne cesse de voir un corps de métier se battre contre un autre, peu importe qui est contre qui, hein. Il y a toujours du tonnerre dans l'air, qu'au mépris de l'extérieur s'ajoute finalement celui de l'intérieur. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine et de mépris entre collègues, et plus encore entre enseignants. Il y a les raisons dont on va parler dans quelques instants, mais il y a aussi autre chose. Le fait que les enseignants sont le seul corps de métier de l'éducation nationale à avoir des profils et des traitements aussi différents. Vie scolaire, il y a les CPE, les AED et les AESH, un titulaire ou un contractuel pour le CPE, ou même un faisant fonction, ça dépend, et des agents non titulaires pour le reste. En tout cas jusqu'ici. Il y a le public, le privé et l'agricole qui ne fonctionnent pas pareil au niveau du CDD ou du CDI, mais c'est en fait la seule différence majeure. Personnel de direction, c'est soit par concours, soit par faisant fonction ou contractuel. Personnel administratif, c'est aussi concours ou contractuel, et parfois des personnels de droit privé lorsqu'on se trouve dans le privé. Mais les enseignants, bon sang, il y a tellement de profils, tellement de concours, de disciplines, de différences dans le métier en lui-même. Et cette simple distinction dans tout un corps de métier a une partie de responsabilité dans les courants électriques qu'on subit en salle des profs et hors de l'établissement. Est-ce que la responsabilité revient aux enseignants? Non, la faute n'est pas à rejeter sur les enseignants. Bien sûr que non, non, non. C'est simplement le fonctionnement qui favorise ces tensions, parce qu'il y a un traitement différent selon chaque concours, selon chaque discipline, selon chaque enseignement, et ça, on ne le retrouve pas autant chez les autres collègues. Cette diversité de traitement appartient bien au fonctionnement du corps enseignant. Ce qui ne veut absolument pas dire que c'est la faute des concernés, c'est capital de le dire explicitement, de le rappeler encore. De même que la guerre des salles des profs ne concerne pas que les profs, et ne concerne pas tous les établissements d'ailleurs. Comme dans chaque secteur, les tensions sont partout, pas juste dans un seul corps de métier, pas juste dans un seul groupe, bien au contraire. L'établissement scolaire est ce lieu que l'on pourrait comparer un peu à une mini-société, qui se base sur un travail collectif pour faire tenir le cadre, et un travail individuel qui s'ajoute forcément, qui complète la démarche. On parle d'équipe pédagogique, d'équipe éducative, d'équipe de direction, de conseil, de commission ou de comité. On parle juste de réunion, de travail d'équipe pour les examens, de co-intervention ou de co-animation, ça dépend de comment tu le vois, et juste le travail de suivi et d'accompagnement auprès des élèves. Tout ça se fait sur une dynamique collective.
Alors quand l'ambiance de la salle des profs fait plutôt état de rivalité, de guerre et de mépris entre collègues, on se doute que ça va se répercuter sur tout le reste de l'établissement à un moment ou à un autre. C'est le chapitre le plus long de l'épisode, celui qui va défriser un peu. Une autopsie des discordes entre enseignants. C'est pas de la tarte et c'est pas une généralité non plus, tu t'en douteras bien. Ça peut paraître étonnant lorsqu'on n'est pas dans la maison, parce qu'on aura peut-être du mal à faire la différence, justement, mais les accrochages nombreux entre les professeurs des écoles du premier degré, les professeurs du second degré et les professeurs de l'enseignement supérieur. Quelque chose d'aussi simple qui s'avère être source de tension entre des collègues qui ont au moins tous une rémunération de l'État, puisqu'ils sont soit certifiés, soit agents non titulaires de l'État. La discorde. Les professeurs des écoles ne font pas tout à fait le même travail que les enseignants du second degré. Ils ont plus de temps de présence en classe, mais n'ont qu'une classe attitrée, ne se déplacent pas dans tout un établissement pour trouver une salle. Les professeurs de l'enseignement supérieur ne font pas tout à fait le même travail que ceux du second degré non plus. Ils font moins d'heures que les deux autres degrés, exercent dans des filières avec des stages ou des périodes en entreprise, et les étudiants sont supposément plus matures que les élèves. Et pourtant, tous ces enseignants partagent la transmission de connaissances et la prise en charge d'un groupe, la formation des élèves, l'évaluation, le temps de préparation des cours, le temps de correction. Bref, le même cœur de métier avec des fonctionnements spécifiques et propres à chacun, mais quand même le même cœur de métier. Quelle est la discorde entre les professeurs de collège et ceux du lycée, ceux de BTS ou de DUT face à ceux des universités? Personnellement, j'ai plutôt l'impression de moins voir ces tensions entre professeurs des écoles maternelles et professeurs des écoles élémentaires, mais peut-être que je ne vois pas assez. C'est très possible en fait. Chaque degré semble en bataille dans ses propres équipes, dans son propre fonctionnement. Collège et lycée ont des jeux d'options, des projets, des classes hétérogènes dans la discipline et le sens de travail, mais c'est quand même le collège qui a souffert en premier des réformes successives. Et pendant un temps, les enseignants de collège ont pensé muter en lycée pour se préserver, tout ceci créant fatalement des jalousies et des méconnaissances sur les difficultés du lycée. Quand la réforme du lycée s'est pointée, c'est la dynamique inverse qu'on a alors observée, des enseignants de lycée se demandant s'ils pouvaient tenter de muter au collège. Et maintenant, le jeu des options favorise la concurrence entre collègues pour remplir les classes. Parce qu'une classe non remplie signifie potentiellement la fin de la discipline, donc des heures en moins pour un collègue. L'enseignement supérieur, très différent selon que l'on va en filière universitaire ou en BTS, DUT ou ailleurs. Plus d'heures dans les BTS, mais des stages pour les étudiants, donc des temps de visite pour les enseignants. Et une présence parfois plus prononcée de la vie scolaire et de la direction pour guider ou diriger. Quand les universités, elles, souffrent justement de ces manques, d'un cadre et de représentants précis pour régler les problèmes courants et moins courants. Quoiqu'encore, la vie scolaire pour les BTS, ça dépendra toujours de l'établissement et de son fonctionnement, de sa politique envers les BTS. Au passage, les universités dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur quand les BTS notamment sont encore en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque les classes font partie d'un lycée avec un pôle d'enseignement supérieur. Contractuels ou suppléants, certifiés ou auxiliaires, agrégés, que de discordes qui existent depuis les débuts de la distinction dans les concours. Ça va jusqu'à séparer les différents statuts dans la salle des profs, en donnant chacun un espace. Bon, attends. Ça, je pense que c'était plus la norme. Ne restons pas coincés au siècle dernier, s'il te plaît. Les certifiés et les agrégés auraient tendance à voir les contractuels comme des furoncles bouche-trous pas diplômés et donc pas suffisamment équipés pour enseigner aux élèves, quand d'autres, justement, reconnaissent volontiers le savoir-faire et les compétences des contractuels. Les agrégés dédaignent une partie de leurs compères parce qu'ils sont plus élevés sur les concours. Ou bien ce sont les certifiés et les contractuels qui haussent le sourcil très fort face au temps de présence des agrégés en classe. Attends un peu qu'on y rajoute les collègues titulaires sur zone de remplacement, les TZR en très abrégé. Ça grince assez facilement avec tout le reste de la salle des profs. Tout simplement parce que le TZR ne reste pas sur un poste définitif. Quoi qu'il arrive, il est destiné à ne pas s'installer dans l'établissement. De quoi se retrouver assez vite à l'écart des collègues, façon bouche-trou. Dans le même état d'esprit sur les concours, il y a des distinctions et quelques discordes entre les enseignants qui passent un concours externe, ceux qui passent l'interne et ceux qui passent le troisième concours, parce qu'un concours serait plus honorable et méritant que les autres, montrerait davantage la compétence et tout le travail fourni que les deux autres. Et côté agrégé, la discorde se situe entre l'agrégé qui a passé l'agrégation et celui qui obtient une rémunération d'agrégé en étant inscrit sur la liste d'aptitude. Et oui, il n'a pas passé le concours, mais il a quand même le même statut qu'un agrégé via son reclassement et ses échelons.
À quoi ça sert de passer l'agrégation et de sacrifier une partie de sa vie si le collègue d'en face se retrouve au même niveau sans avoir mis sa vie entre parenthèses sur un concours plus difficile que le reste? Avec tout ça, on comprend un peu mieux les bousculades entre les néo-titulaires, c'est-à-dire les tout jeunes enseignants, ceux qui viennent juste d'obtenir le concours, et les autres, ceux qui y sont déjà installés. Pour le coup, est-ce que c'est une discorde violente? Je ne sais pas, mais une discorde qui peut froisser le néo-titulaire, ça oui. Parce que ses collègues titulaires vont critiquer sa façon de faire, donner des conseils, insister sur la méthode qu'ils estiment être la bonne. Et ça part sur de bonnes intentions, sur la volonté d'aider un collègue. Mais la façon de faire sera peut-être mal perçue, parce que pas toujours faite avec tact. Et le néo-titulaire l'interprétera comme une intention hautaine ou une façon de lui faire comprendre qu'il ne sait rien, qu'il n'est pas encore prof. Attends, oui, on s'en est déjà parlé, mais tant pis. Les boulets de canon entre le public et le privé principalement, avec un désintérêt complet pour l'agricole et le militaire. Entre les préjugés qu'on avait déjà balayés dans l'épisode 17, par exemple le statut de fonctionnaire pour le public et l'agricole contre le statut de maître auxiliaire du privé, le fait que les enseignants du privé soient employés par l'État par leur concours de la fonction publique, ou même le constat que le privé sous contrat bénéficie de 45% de financement de l'État, en fait on se rend compte que cette bataille entre enseignants n'est même pas une bataille entre enseignants, mais plutôt une bataille de préjugés qui porte sur le fonctionnement, et pas sur les personnels en eux-mêmes. Pas que, en tout cas. Rajoutons-y alors les enseignants d'éducation prioritaire. Les uns ont des primes et légèrement plus de visibilité, de moyens et de formation, mais des conditions de travail plus délicates qu'en zone non prioritaire. Et des établissements qui mériteraient d'être classés éducation prioritaire ne le sont pas, ce qui est un crève-cœur pour les enseignants notamment, obligés d'enseigner dans des conditions dégradées au maximum, là où ailleurs, il y a plus d'attention portée sur les collègues. Tu me diras, on retrouve aussi ce thème de moyens et de conditions déplorables entre le milieu ordinaire et l'enseignement spécialisé. Un autre champ de bataille entre le lycée général et technologique, le lycée professionnel et même les CFA. Le LEGT est plus mis en avant que la voie professionnelle, les enseignants y sont perçus comme quelque part un peu plus nobles et prestigieux. Les enseignants de bac pro, ça dépend. S'ils enseignent une matière professionnelle, ce sont ces heures qui comptent le plus, celles qu'il ne faut surtout pas prendre. Mais par contre, ceux qui enseignent une matière générale, on peut les solliciter sur tous les types de projets, de temps particuliers. Et comme c'est une matière générale, les élèves peuvent s'en dispenser plus facilement puisque les coefficients sont moins élevés. Mais ça ne s'arrête pas là. On y trouve aussi des yeux revolvers entre les enseignants de bac pro et ceux de CFA. La voie professionnelle se divise entre le bac pro, les CAP et les CFA. De quoi attiser les tensions et le mépris. Et encore une fois, ce n'est même pas un mépris qui touche l'enseignant dans son cœur de métier. C'est un mépris du fonctionnement de chaque structure. Il est dit que l'apprentissage prendrait tout le budget et les élèves du bac pro et du CAP parce qu'il serait plus profitable aux entreprises. Et dans tout ça, ce sont les enseignants eux-mêmes qui subissent ce mépris du fonctionnement. Un mépris qui, du coup, devient le mépris des enseignants. Discorde d'un enseignant à temps complet, soit à 18 heures ou à 15 heures s'il est agrégé, et l'enseignant qui est à mi-temps. Et pourquoi des tensions? Parce que l'un aurait plus le temps de souffler et de se reposer, tandis que l'autre se tuerait à la tâche. Après les différences de temps, voilà les différences de matière. Les disciplines littéraires demandent de préparer des cours plus approfondis sur certains sujets, et niveau correction, c'est encore pire puisque les copies sont bien remplies. Mais les disciplines scientifiques ne sont pas moins rigoureuses. Ce sont des explications qu'il faut diversifier pour maximiser la compréhension des élèves. Des copies certes moins rédigées, mais qui comportent des formules, des hypothèses, des erreurs si facilement dissimulées sous les chiffres, et même les approximations de langage. Des disciplines que l'on ne peut en toute logique pas comparer dans leur contenu, et pourtant les tensions sont là. Et c'est la même chose pour les disciplines dites secondaires. Les matières artistiques dont on entend qu'elles sont dispensables et qu'elles ne nécessitent pas d'énergie, pas de correction, qu'elles prennent du temps sur le reste. Ceci dit, tu entends sans doute ça aussi pour les enseignants de PS. Et ne parlons pas des professeurs documentalistes qui n'ont pas de classe attitrée, mais qui ont en même temps tous les élèves. Grogne entre les profs de lettres classiques et ceux de lettres modernes, ceux qui veulent que le latin ou le grec reste obligatoire, ceux qui ne le veulent pas. Plus loin encore, et peut-être le plus visible en fin de compte, une véritable guerre entre les enseignants qui se disent investis parce qu'ils font des projets et travaillent dans l'établissement hors de leurs heures de classe, et ceux qui se focalisent sur le cours et sur l'apprentissage disciplinaire, ceux qui ne veulent pas faire de projet par manque de temps, manque de primes, et plus encore par opposition frontale à une hiérarchie qu'ils considèrent comme malveillante et manipulatrice. Ça sera donc sans surprise que les enseignants qui privilégient ou utilisent pas mal les supports numériques entreront en collision avec ceux qui ne les utilisent pas, à moins que ce ne soit le contraire. Ceux qui réussissent à avoir leurs vœux sur les emplois du temps et ceux qui n'ont pas été gâtés, qui devront enquiller les heures de trou. On le retrouve aussi avec les classes en demi-groupe et celles en classe entière.
Question militantisme, politique et conviction personnelle, la salle des professeurs n'échappe pas aux guerres pour le coup assez virulentes et insultantes. Et en même temps, là on se parle de conviction, de quelque chose qui a attrait à la personne, à ses valeurs, à sa morale. Donc on se doute assez facilement que la sensibilité joue un rôle dedans, qu'il suffit de peu pour exacerber cette sensibilité. Syndiqués et non syndiqués qui se tirent dans les pattes et rejettent les arguments les uns des autres. Grévistes qui traitent les non-grévistes de collabos ou de traîtres, quand ce ne sont pas les non-grévistes qui les traitent de feignasses ou de militants emmerdeurs. Et puis allez, on va pas s'arrêter là. Dans la partie politique, on trouve aussi l'enseignant partisan qui refuse d'adresser la parole à un collègue qui ne partage pas les mêmes convictions politiques. Des collègues qui s'insultent allègrement, en viennent à calomnier, à faire une chasse aux partis politiques. Et non, ça ne concerne pas que la gauche ou la droite, l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est vraiment tout un engrenage dès qu'on parle de politique. Finalement, tout peut devenir prétexte à exacerber les sensibilités, à les mettre à rude épreuve pour nous donner des discordes, ou pire, de véritables guérillas à coups d'insultes et d'ambiances désagréables, voire même une ambiance toxique et nocive, n'ayons pas peur des mots. S'il n'y avait que l'ambiance plombée dans la salle des professeurs, mais ce malaise s'invite aussi sur les réseaux sociaux. Un endroit, voire des endroits, pour échanger sur sa vie, relater ses expériences, se marrer ou se détendre, demander des conseils, et poursuivre les guerres hors de l'établissement. Les réseaux sociaux, un fléau selon certains, une opportunité selon d'autres, une toile à laquelle on ne peut plus échapper, et une toile qui vit avec nos élèves, et nos collègues, mine de rien. Une présence si quotidienne dans nos vies que l'éducation aux médias et à l'information dispensée par les profs doc est devenue une nécessité, et pas que pour les élèves. Les réseaux, quelques chiffres pour bien saisir leur dynamique. Disons qu'en mai 2021, il était rapporté que quasiment la moitié de l'humanité était inscrite sur au moins un réseau social. C'est quand même quelque chose. 4,8 milliards d'utilisateurs pour être précis, dont 4,5 milliards actifs. Autre donnée plutôt intéressante. Le temps passé sur les réseaux sociaux est estimé à 2h27 par jour dans le monde, contre 1h41 en France. Rien que sur Facebook, c'est un peu moins de 3 milliards d'utilisateurs actifs, dont 40 millions en France. Instagram en compte 1,4 milliard d'actifs pour 21 millions en France. Twitter serait moins utilisé, mais ça fait quand même 397 millions d'utilisateurs actifs sur le réseau, sans données précises sur la France cette fois. Plus les autres réseaux sociaux très nombreux et très populaires que je ne te cite pas, on a bien compris à quel point le numérique et les échanges par Internet font partie intégrante du quotidien. C'est bien, c'est rapide et instantané, la mondialisation n'est plus un mythe avec toutes ces possibilités de se contacter et de se parler d'un bout à l'autre de la Terre, mais les échanges ne sont pas que des moments de douceur ou de partage. Côté éducation nationale, on ajoute à ces réseaux quelques autres lieux virtuels d'échange, dont le plus célèbre certainement, j'ai nommé Néoprof, un forum qui accueillait au départ les professeurs de lettres avant de se généraliser à tous les personnels, avec tout de même une petite dominance du côté enseignant du second degré. Ce qu'on en retient de Néoprof, c'est un total de plus de 21 000 membres inscrits, même si tous ne sont pas actifs, et qu'il y a même un certain nombre d'inscrits avec 0 message. Avant tout des enseignants, mais aussi quelques CPE, quelques AED et quelques personnels de direction, la plupart du temps noyés sous le reste. Mais pourquoi je te parle des réseaux et de Néoprof ? Tout simplement parce que Facebook, Twitter et Instagram dans une certaine mesure, ainsi que Néoprof, sont des lieux d'échange où l'ambiance peut passer d'un moment agréable à un champ de bataille destructeur. Pas de violence physique, pas d'explosion et de dommages matériels, mais les mots ont une portée sur les utilisateurs qui sont en proie aux violences, aux insultes souvent gratuites et même aux accusations. Tout ça parce qu'ils sont enseignants ou non enseignants, parce qu'ils ont ce traitement et pas un autre, parce qu'ils ont cette conviction et pas une autre. Y a-t-il des modérateurs pour réguler, pour rappeler le cadre ? Disons que sur les réseaux, il y a bien des modérateurs, mais ils sont bien trop peu nombreux. Il y a aussi des algorithmes dont on ne sait pas comment ils fonctionnent, tant ils sont inefficaces dans pas mal de situations. Ils ne font pas au cas par cas, on sait pourquoi maintenant. Assez difficile de réguler autant de contenu quand on manque de modérateurs et qu'on est dans l'instantané à chaque instant. Et sur Néoprof, il y a bien des modérateurs en chair et en os, des collègues qui prennent de leur temps pour se mettre au service du forum. Et là, certains messages insultants sont modérés, d'autres restent à la vue de tous, et le ton peut férir à la méchanceté sans que personne ne bouge. Oui, les modérateurs ne passent pas leur vie à modérer, c'est normal et même plutôt sain d'ailleurs. Mais on peut quand même s'interroger quand ils participent à un sujet, que celui-ci se retrouve à un moment donné empli de violence, et que rien n'est supprimé. Pourtant, les modérateurs continuent à participer à cette discussion-là. Autre cas de figure qu'on remarque assez vite sur Néoprof.
Les modérateurs eux-mêmes peuvent adopter un ton irrespectueux dès qu'un utilisateur ne partage pas la conviction majoritaire du sujet. La salle des professeurs que l'on vient de quitter après sa journée de travail revient au galop dès que l'on se connecte sur les réseaux et sur les forums. Twitter, Facebook et Néoprof en premier plan, semble-t-il. Ces lieux d'échange, d'entraide et de partage de fichiers se retrouvent ainsi pollués par une négativité qui dépasse finalement le cadre de la simple négativité, jusqu'à devenir des lieux profondément violents dans les mots, dans les messages postés, dans le contenu des messages et leur signification, des lieux toxiques et nocifs. Et que trouve-t-on dans ces messages, dans ces tensions qui échappent à l'établissement? Tout ce qu'on a évoqué dans la précédente partie, bien sûr, et quelques autres exemples. Dans les groupes Facebook enseignants, poster une annonce d'emploi ou une recherche urgente de remplacement vaut parfois des messages plutôt désagréables sur le fait qu'il n'y a pas à faire le boulot du rectorat, et que c'est parce qu'on fait le boulot des autres que les grèves ne sont pas suivies. On y voit même des accusations de détruire l'école, alors que le message de départ n'était qu'une annonce d'emploi. Encore plus loin, des critiques envers les contractuels qui viennent demander des conseils parce que c'est leur première affectation et ils aimeraient bien avoir l'avis des collègues. La raison de ces critiques? Recruter des contractuels serait criminel parce qu'ils ne sont pas aussi formés et compétents que les enseignants qui ont passé un concours. Qu'est-ce qu'on y trouve encore? Des enseignants qui sont très volontaires à défendre leur profession et les collègues quand ceux-ci sont visés par des messages de mépris de l'extérieur, mais aussi du mépris des enseignants quand ce sont des personnels de direction ou même des membres de la vie scolaire qui relatent des mésaventures avec un collègue enseignant. Sans insulter, sans mépriser, juste relater une mauvaise expérience de la journée, les difficultés rencontrées avec cette personne. La magie des réseaux et leur côté instantané fait que les enseignants, se sentant visés personnellement par un simple message, dégagneront à coups de mépris envers les enseignants ou de prof bashing si tu aimes bien utiliser cette expression, à coups de tous les personnels de direction sont des mauvais et des nuisibles. Ah bon, ça fait un petit moment que je ne te l'ai pas rappelé, ce n'est pas une généralité. Ce qu'on en retient, c'est qu'un personnel non enseignant ne peut pas relater ses expériences et ses mésaventures sans qu'un collègue enseignant ne se sente visé. Et en même temps, le mépris envers les enseignants est tellement quotidien qu'il est plutôt facile de se sentir attaqué par une remarque qui, au départ, n'avait rien de violent ou de méprisant. On y voit juste l'attaque, ou on croit la voir, et on ne prend pas en compte le message de base. Est-ce que c'est être automatiquement méprisant envers la profession enseignante quand on parle de ces difficultés rencontrées avec telle ou telle personne? Quand c'est fait à coups d'insultes, là oui, y a pas de doute. Mais quand il s'agit juste de parler de son quotidien, la critique n'est pas du mépris. Mais ça ne fait pas l'unanimité, alors on passe à autre chose. Au passage, on trouvera des collègues enseignants qui dégainent facilement quand ils ont le sentiment d'être attaqués. Mais quand ce sont eux qui attaquent et insultent les collègues non enseignants, voire même d'autres collègues enseignants, ils ne se posent plus tellement la question du mépris et du respect. Un deux poids, deux mesures assez difficile à interpréter ou même à comprendre. Je te parle des réseaux sociaux comme des nids à insultes, mais il y a quand même quelque chose qui en ressort, et ça me semble important de t'en parler un peu. La liberté d'expression qu'offrent les réseaux sociaux, Twitter en particulier. Une liberté à laquelle les enseignants tiennent, comme le reste de la population, c'est sûr. Et c'est grâce à cette liberté d'expression que la parole et la réalité se libèrent et apparaissent au grand jour, notamment sur la question des réformes successives conduites par le ministère actuel. Certes, on y trouve du mépris et des insultes pour le ministre et son cabinet, et là c'est inacceptable, quelle que soit la personne qui est insultée. En revanche, cette liberté a permis de révéler des vérités bien enfouies sur les dysfonctionnements de l'éducation nationale, les réformes et les chiffres embarrassants par exemple, la politique d'économie et celle du silence qui sévit dans nos murs, et le fameux hashtag pas être vague que l'on doit justement à Twitter. Un hashtag qui défie frontalement le mépris d'une partie de la hiérarchie pour le quotidien des personnels, dont les enseignants. Alors oui, les réseaux sont propices à la violence et aux abus, ils sont un peu faits pour ça j'ai l'impression, mais ils ont aussi cet espace de liberté relative où l'on peut s'ouvrir et partager des difficultés, des expériences et des revendications, et mettre à jour des vérités que peu de monde ne souhaite entendre, ou n'a jamais eu l'occasion d'entendre. Dans le respect des règles qui s'appliquent aux fonctionnaires, et là c'est dans l'épisode 21 qu'on s'en parlait pas mal. Je rajouterais que ce n'est pas l'outil en lui-même qui pose problème, c'est bien la façon de l'utiliser, et ça il n'y a que l'humain qui en porte la responsabilité. Mais sinon, y a-t-il des raisons à ces discords qui prennent parfois des airs de guerre virulente? À question facile, réponse tout aussi facile. Oui, il y a des raisons. Au revoir. Non, allez. Un quotidien et des conditions de vie dégradées en rôle de premier plan. Comme par exemple, devoir assumer les cours et tout ce qui se rattache aux cours, qu'il s'agisse des préparations ou des corrections, mais aussi les réunions avec le reste des équipes, les conseils, les rencontres avec les familles.
18 heures ou 24 heures selon que l'on est à temps plein dans le premier degré ou le second degré et que l'on est certifié, à quoi s'ajoute tout ce que je viens de te citer? Ça ne s'arrête pas là. Le ministère et la direction demandent de plus en plus couramment de mettre en place des dispositifs et des projets pour les élèves, ce qui est en soi une initiative plutôt intéressante et pas dénuée de sens pour offrir plus d'opportunités aux élèves. Oui, mais comme on se disait déjà dans l'épisode 11, ces projets, ces dispositifs et le tout collectif exigé avec les cours intervention et les temps d'éducation A prennent du temps sur le cours disciplinaire. Avec des programmes très chargés et des temps de cours en moins, on demande en plus aux enseignants de s'investir sur des actions qui vont bien au-delà du temps de classe, parfois à coup de pression et de chantage. Difficile de ne pas y voir des conditions de travail délabrées et des collègues malmenés. Pour ne rien arranger, les enseignants sont également de plus en plus soumis à du tout collectif et à des évaluations diverses qui insinuent l'idée que le mérite s'obtient par un engagement à toutes les actions de l'établissement. De quoi provoquer des tensions à coup sûr, en plus d'un surmenage qui mène à des dépressions, à des arrêts maladie et parfois à une mise en danger de la personne. Est-ce que les hiérarchies s'en rendent compte? Certaines oui, d'autres pas du tout. On en retient que la profession est appelée à effectuer des missions qui ne correspondent plus à ses circulaires. On y ajoute aussi les demandes perpétuelles de se justifier, que ce soit sur les choix du cours avec la liberté pédagogique ou sur le choix dans les projets menés. Une certaine infantilisation mal vécue, à juste titre. Bref, la première raison est bien ce sentiment d'être corvéable à merci et de ne pas avoir de cadre sécurisant pour permettre de travailler sans se mettre en danger mentalement ou physiquement même selon le public élève que l'on a en face de soi, parce que cet aspect joue aussi. Si l'établissement accueille un public calme ou plus difficile à canaliser, ça se ressent automatiquement pour les personnels. Les désaccords sur ce qu'est le métier d'enseignant, sur ce qu'est le rapport aux élèves, aux familles, sont-ils là pour instruire et uniquement pour instruire? Dans ce cas, pourquoi doivent-ils passer autant de temps à faire de la discipline qu'à faire cours, à transmettre? Comment peuvent-ils terminer leur programme et amener les élèves à la progression et aux examens s'ils perdent du temps à devoir poser un cadre, à rappeler les règles et les bases de l'éducation? Est-on concentré sur l'enfant ou sur l'élève, sur sa progression ou sur ses performances? Quelle place donner aux familles? Est-on sûr d'être soutenu par la hiérarchie de l'établissement? Toutes ces questions trottent dans la tête, insinuent un climat peu enclin à la confiance et à l'harmonie, et ça se retrouve en salle des profs ou à la maison. Peu importe où ça se finit, le sentiment s'incruste et reste. La jalousie, l'ignorance. Eh bien oui, dès le moment où une distinction s'opère, où les traitements ne sont plus tout à fait identiques, la jalousie devient quasiment banale, et parfois elle ne se manifeste pas d'un coup. C'est simplement en observant les différences de traitement, en les vivant, que la jalousie commence à s'installer doucement pour grandir sous une forme plus négative, plus présente. Exemple tout bête, les enseignants ne choisissent pas leur emploi du temps, sauf les professeurs de PS. Mais connaît-on la raison de ce traitement? Simple, ils ont des contraintes techniques que la majorité des autres collègues n'ont pas. Partage de salles spécifiques en lien avec le sport du trimestre, matériel à utiliser. Et ils sont obligés de se concerter ensemble entre enseignants de même discipline, de trouver des accords. On y rajoute que tous les établissements ne disposant pas de gymnase ou de terrain de sport, les élèves et les enseignants doivent parfois se rendre sur un terrain extérieur qui appartient aux communes et aux mairies. Donc ils ne sont pas les seuls à utiliser le terrain. Ça requiert une organisation précise, des heures précises. Et ça, ce n'est pas vraiment du ressort des personnels de direction et des CPE. C'est pour ça que, souvent, ce sont les enseignants de PS eux-mêmes qui composent leur emploi du temps. Y a-t-il de quoi être jaloux au final? Mais enfin, là n'est pas le débat, évidemment. Dans tout ça, la jalousie en salle des professeurs amène l'idée saugrenue que certains seraient plus légitimes que d'autres, et bien moins traités que d'autres. Plus légitime, là c'est une pensée discutable et assez peu respectueuse. Bien moins traités, malheureusement c'est une constatation difficile à réfuter. Conditions de travail délicates et différences de traitement parfois énormes créent cette fatigue et cet état d'esprit à fleur de peau. Un état qui s'accumule et gonfle de jour en jour, de semaine en semaine. Ce qui était alors un sentiment maîtrisable pendant les cours et devant les classes, finit par s'effriter en salle des professeurs, voire se briser lorsque la parole ou le geste de trop est commis. Et pour ceux qui ne craquent pas dans l'établissement, les réseaux sociaux deviennent leur exutoire. Ils ne maîtrisent plus nécessairement la portée de leurs mots, ni la violence qu'ils extériorisent. Et voilà comment on en arrive à s'insulter, à se jalouser toujours plus, et même à ne plus avoir conscience que l'on s'adresse à des collègues qui méritent autant le respect que nous. Simplement parce que l'on nous a poussés à bout, que la tension est trop forte, a été retenue pendant trop longtemps, et que ce jour-là était le moment où elle ne pouvait plus rester enfouie. Dit comme ça fait un peu l'air de psychologie de comptoir, certes, mais c'est important de comprendre pourquoi et comment on peut exploser aussi soudainement. De se rendre compte qu'au final, cette rage et cette violence n'étaient pas soudaines du tout.
Sentiment de déclassement, sentiment d'injustice, impression de couler et d'être utilisé, manipulé, mal considéré. Le moindre mot peut alors ouvrir les vannes. Une autre raison dont on entend assez peu parler en public, qu'on entend juste murmurer entre collègues visés par un autre collègue, la réputation, le besoin de se sentir supérieur par manque de confiance en soi. Les collègues hautains qui jugent d'autres enseignants ou même des collègues non enseignants sur le seul motif de leur statut, de leur discipline ou de leur concours, de leur diplôme, ces collègues existent bel et bien et ils savent créer des conflits. Ils savent isoler les enseignants qu'ils ont choisis comme cible. Et mine de rien, cette tension qu'ils attisent est aussi visible par les élèves. Parce que oui, n'oublions pas trop nos ados. Ils voient bien quand un enseignant est mis à l'écart de ses collègues. Ils perçoivent les failles. On se doute bien que certains en jouent d'ailleurs. Est-ce que c'est l'intention visée par les collègues hautains? Je n'ai pas la compétence de te répondre avec certitude. Encore une fois, ce n'est pas une vérité universelle. Lorsqu'on souhaite créer une ambiance faite de discorde et de division dans l'équipe, tous les prétextes sont bons. Et pourquoi le faire? Parce qu'on manque de confiance en soi, que l'on manque d'attention sur soi, que l'on souhaite se donner de l'importance, se faire bien voir par un groupe, s'y intégrer. En fait, c'est peut-être un peu bête à dire ou à entendre, mais cette dynamique est exactement la même avec nos élèves. Se rendre intéressant, monter en grade ou s'intégrer à un groupe précis pour se sentir en sécurité, pour exister. Oui, c'est très psychologie de comptoir, c'est pas une généralité, et c'est un constat noyé par des témoignages de partout. Tu n'as qu'à filer sur Néoprof, justement. Des discussions entières y sont dédiées au sujet de jalousie et de tensions entre collègues enseignants, et entre non-enseignants aussi, et évidemment. Les tensions, les divergences et les jalousies existent partout, y compris en vie scolaire, y compris entre personnel de direction ou même personnel administratif, y compris entre agents, y compris au-delà de l'éducation nationale. L'épuisement professionnel, les différences de traitement et le besoin d'exister sont des éléments redoutables pour empoisonner une ambiance de salle de prof. Et la majorité des discordes ne vient pas d'un besoin de nuire, juste de divergence, de fatigue et d'incompréhension, d'ignorance dans le travail des autres collègues, de préjugés aussi. On a beau travailler en établissement scolaire, on a beau enseigner aux élèves autant que les éduquer, faire partie de l'éducation nationale n'est pas gage de tolérance et d'ouverture d'esprit, de calme et d'objectivité. Nous restons des humains emplis d'émotions à extérioriser, rien de plus normal. Malheureusement, être dans l'émotion ne garantit pas d'être sain dans son comportement ou dans sa manière de réagir. En fin de compte, on se parle de collègues qui sont professionnels avant d'être des amis. On se parle d'une salle des professeurs qui est un lieu comme un autre, un lieu où les relations sociales entre collègues sont omniprésentes. Ce n'est pas parce qu'on est enseignant que l'endroit est à sacraliser ou à diaboliser. Il y a des tensions, il y a du travail et du sérieux, il y a des échanges et des rires. C'est vraiment un lieu comme les autres. On peut parfaitement exprimer ses difficultés et ses coups de gueule en salle des professeurs, entre collègues. On peut craquer, chercher l'oreille d'un collègue qui comprendra, qui partagera ses propres souffrances et ses questionnements. Tout ça en restant dans un cadre professionnel, ou bien en allant sur un terrain plus personnel. Il n'y a aucun mal à cela. Certains resteront dans une attitude professionnelle, parleront de leur quotidien, écouteront les autres et les conseilleront, mais ils ne parleront pas de leur vie privée, ne craqueront pas en salle des professeurs, et d'autres le feront. Il n'y a vraiment aucune façon de le faire. Chaque établissement est différent, chaque dynamisme est unique à ses personnels, à son public, à son contexte. En revanche, on doit aussi prendre garde à ce que l'on dit, à ce que l'on entend. La salle de prof n'est pas épargnée des rumeurs et des propos déformés ou rapportés. Alors oui, parler et demander de l'aide est possible, souhaitable même pour agir en équipe et se soutenir mutuellement, mais avec prudence tout de même. Se rappeler aussi qu'être collègue n'oblige pas à aimer tout le monde, à papoter avec tout le monde, à créer des amitiés avec tout le monde. C'est comme partout, il ne s'agit pas forcément d'une attitude hautaine ou prétentieuse, on a ses affinités ou non. On peut venir travailler en ayant en tête le simple aspect du travail professionnel et pas l'idée d'y ajouter une amitié ou des liens plus forts. La seule chose qui est demandée, dans une salle d'épreuve comme ailleurs, c'est de se montrer professionnel avec les collègues autant qu'avec les élèves. Bien sûr qu'on peut s'étonner des méthodes, grogner contre un collègue, mais pas devant les élèves, ça vaut pour tous les personnels. Ça, c'est une question d'unité et de soutien, quelque chose que les élèves voient et utilisent s'ils sentent une faiblesse dans la stratégie d'équipe. On peut s'en parler entre collègues, mais pas le hurler en salle des profs ou ailleurs, ne serait-ce que par respect et honnêteté envers le collègue visé par les plaintes. Savoir rester professionnel et ne pas juger sur la personne. Quant à juger sur la compétence, qui peut vraiment prétendre juger s'il n'assiste pas à un concours ou à un temps de travail? Je dis ça, et je me pose aussi la question pour les inspecteurs qui doivent justement juger sur une seule journée de travail. Ça me paraît peu, mais on va plutôt se garder cette question pour la saison 2.
Enfin, et pas des moindres, dans la majorité, on a tous choisi d'exercer ce métier, que l'on soit enseignant ou non enseignant, dans la maison comme dans un autre ministère. Enseigner est un choix. Enseigner telle discipline est un choix. Enseigner dans tel niveau ou degré ne dépend pas forcément que du choix personnel, puisqu'il y a le système de mutation. Mais la base de départ, c'est le choix personnel, pas juste une vocation au passage. Une salle des profs est composée d'une multitude de profils qui n'a pas le même concours, pas le même traitement, pas la même discipline, pas les mêmes méthodes. Et pourtant, tous visent la transmission des connaissances. Tous veulent instruire et amener les élèves à la progression, à la réussite scolaire comme professionnelle, et personnelle aussi à travers le reste. Alors pourquoi juger d'un choix? Comment peut-on se prétendre plus légitime qu'un autre alors que le fonctionnement même de la maison encourage des profils variés? Est-ce là quelque chose de rassurant que de voir les collègues se déchirer et se mener des guerres parfois futiles dans leurs motifs quand on sait qu'on forme des futurs citoyens, des futurs travailleurs? Comment peut-on seulement se permettre de faire la morale à nos élèves quand nous ne respectons même pas les principes et les valeurs du vivre ensemble? Là, je m'inclus dedans, évidemment. Il m'arrive aussi de craquer et mes paroles peuvent parfois dépasser ma pensée. La perfection n'est pas de ce monde. Que de préjugés et de tensions, la plupart du temps embellis ou intensifiés alors qu'au final, il n'y a pas grand-chose et la discorde pourrait se régler par un simple dialogue entre les intéressés. Permets-moi de te donner quelques exemples personnels de discorde. Les collègues CPE de ma première affectation me prévenaient dès le début du caractère hautain des collègues de prépa vis-à-vis de la vie scolaire. Me voilà, moi, toute nouvelle, pas très rassurée, à interagir avec les 10 enseignants, avant de me rendre compte très rapidement que c'était un préjugé pour le coup, parce qu'ils étaient amicaux et rigolaient même avec nous, et ils n'étaient pas à l'écart des autres collègues de second degré d'ailleurs. Autre exemple. Quand j'ai fait mon année de service civique en lycée pro, j'ai pu voir que chaque niveau avait sa salle des profs. D'un côté les profs de LP, de l'autre ceux de PTS. Des salles assez éloignées l'une de l'autre puisque chaque cycle avait ses propres bâtiments. Est-ce qu'il y avait de l'irrespect et des tensions entre les deux? Pas vraiment. En fait, c'était surtout les profs de BTS qui en avaient contre la vie scolaire et la direction. Je t'expliquerai les raisons un autre jour. Par contre, j'ai pu constater des tensions dans le lycée général et technologique de ce groupe scolaire quand j'interagissais avec les profs en particulier. Là, oui, il y avait bel et bien du jugement gratuit et des discordes avec le lycée pro. Ceux du LEJT étaient plus favorisés que ceux du LP, je n'ai aucun doute là-dessus. Pas d'insultes entre les collègues, mais une tension visible et perceptible. Des jalousies et surtout le sentiment d'être la dernière roue du carrosse pour les enseignants du lycée pro. Dernier exemple, les réseaux sociaux. Depuis mon inscription sur Twitter, j'ai de beaux échanges constructifs, autant que des messages irrespectueux et virulents. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les internautes qui me parlent ainsi et me jugent travaillent avec des élèves appelés à devenir de futurs citoyens. Ce qui m'inquiète, c'est que moi-même, dans un moment de colère, un moment où je n'arriverai pas à me forcer au calme malgré mon caractère posé, je pourrais user de violence verbale par manque de contrôle, alors que je travaille aussi avec des jeunes. L'erreur est humaine, on se laisse tous aller un jour, mais tout n'est pas justifiable. Pour n'arriver à insulter, à calomnier, à juger de la personne ou de la compétence sans connaître l'un ou l'autre, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement de la maison. Si les tensions sont telles qu'elles peuvent détruire quelqu'un ou le faire changer radicalement, c'est qu'il est largement temps de stopper la catastrophe et de mettre les moyens nécessaires pour que les conditions de travail puissent apaiser cette gangrène, à défaut de la guérir. Ce n'est pas normal d'en venir à s'écharper sur une broutille. Et ça, ce n'est pas la seule responsabilité de l'enseignant, celle du non-enseignant, de la famille, de l'élève lui-même. C'est aussi la responsabilité de nos gouvernants. On ne devrait pas mettre sa santé ou sa vie en danger pour faire notre métier, enseignant ou non-enseignant toujours. La salle des professeurs, un lieu empli de profils variés qui, tous ensemble, amènent les élèves à la progression et à la réussite. Et un lieu où toutes les tensions s'incrustent et s'accrochent durablement jusqu'à exploser. Question difficile en approche. Devrait-on se pencher sur un recrutement local autour d'un même projet pour garantir des équipes soudées? Sur ce, vendredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire et même endroit. Retour sur un mal-être qui devient de plus en plus courant dans nos murs, autant pour les élèves que pour les personnels. L'angoisse et ses conséquences dans un contexte déjà glissant pour la santé psychique. Porte-toi bien et ne baisse pas les bras, surtout.